Les robots volent notre travail. 74% des Français en sont convaincus. 54% pensent même que l'IA est un danger pour l'humanité. Une révolution technologique qui menacerait 36 millions d'emplois. Alors, demain, tous au chômage? Qu'en dit la science? La peur d'être remplacé n'est pas nouvelle. Une douzaine d'individus masqués pénètrent dans une usine avec des marteaux. Ils détruisent les machines une par une, puis disparaissent dans la nuit. Le patron aurait dû s'y attendre, il avait reçu une lettre de menace. Démantèle ta fabrique ou l'armée du général Lutte te rendra visite. Des dizaines d'autres vont connaître le même sort. L'Angleterre s'embrase, les plus fortunés paniquent. Le scénario du prochain film Joker? Non. C'est l'histoire des Luddites en 1811. 2 ans de guerre civile, plusieurs millions d'euros de dégâts. Les autorités dépassées envoient les militaires, une centaine d'arrestations, 24 pendus pour l'exemple, un jeune ado dans le lot. Le général Ludd, lui, demeure introuvable. Et pour cause, il n'a jamais existé. Le mouvement n'avait en réalité aucun chef. Tous rassemblés par une peur commune, être remplacés par la machine. Beaucoup d'articles sur l'intelligence artificielle en parlent, se demandent si le même destin nous attend. Les parallèles sont nombreux, guerre en Europe, inflation galopant et remplacement des emplois qualifiés. Aujourd'hui, ce sont les professions intellectuelles qui s'inquiètent, à l'époque, c'était les tondeurs de draps. Des artisans capables de manier avec précision et doigté un énorme ciseau, 1m30, 60 kg. Imaginez les armoires à glace. C'est bien payé, 3 jours de travail par semaine, une bonne planque. Quand la révolte luddite éclate, ça fait déjà une bonne cinquantaine d'années que l'industrialisation est en marche. Les tondeurs n'avaient rien fait pour la stopper, persuadés d'être irremplaçables. Jusqu'à l'arrivée d'une première machine, divisant par 2 la main-d'œuvre, puis par 10 en 1815, avant d'éradiquer totalement la profession. Cordonniers, couturiers, forgerons, tous sont obligés de rejoindre les usines, 16 heures par jour pour des salaires de misère. Partout en Europe, les révoltes ouvrières éclatent contre les machines. Ça participera même à l'indépendance de la Belgique, mais ça ne servira à rien, le progrès technique ne peut jamais être arrêté. Ce qui peut être changé par contre, c'est les décisions politiques. La machine est neutre en soi, ce n'est pas elle qui a fait baisser les salaires et les conditions de travail des ouvriers. Au contraire, elle aurait dû l'améliorer si à cette époque on avait eu le temps et le recul nécessaires pour comprendre ses implications. Prenons un exemple, vous avez une petite boutique et vous croulez sous les papiers, vous passez votre temps à remplir des formulaires, un oubli et c'est la punition. La technologie peut améliorer vos conditions de travail comme celle d'Axonaut qui sponsorise cette vidéo. Un logiciel de gestion? Mais c'est quoi cette OP? Bah non, aujourd'hui on est beaucoup à avoir une petite entreprise. Tu gagnes des sous sur internet, t'es artisan, tu fais des missions freelance, t'as forcément de l'administratif relou. J'ai passé tellement de nuits blanches à faire ça plutôt que de me concentrer sur ce qui apporte de la valeur. Axonaut, c'est tous les outils dont tu as besoin en un seul endroit. Et pas que la compta ou de la gestion. Tu peux aussi gérer tes clients, tes salariés, tes finances, tes factures, ta trésor. Tout ce que tu faisais dans un gros Excel, tu peux l'avoir dans une interface jolie sur PC et sur mobile. Tout ça est automatisé avec des documents conformes et légaux. Pas étonnant qu'Axonaut ait une note de 4,67 sur Trustpilot. C'est un banger si tu es ton propre patron. En plus, c'est pas cher avec une offre promotionnelle de moins 50% et un mois d'essai gratuit. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent, alors clique sur le lien en description. A-t-on déjà connu des chômages technologiques de masse? Ce gros caillou a un secret. C'est le premier outil de l'histoire, vieux de 3,3 millions d'années. Il servait à des singes évolués pour découper la viande et les os, accédant ainsi à la moelle nutritive. Besoin de moins de bras pour récolter plus de calories, ça a été un énorme avantage évolutif. Depuis, la course à la technologie n'a jamais cessé. L'arc réduit le nombre de chasseurs, l'aqueduc les porteurs d'eau, la poulie les ouvriers de chantier. Ne parlons pas de la roue. Non seulement elle révolutionne le transport et la construction, mais elle a permis d'économiser des milliers de bras en la couplant avec la force de l'eau. L'une des plus vieilles usines du monde se trouve à Barbegal. 16 roues à aubes montées en série, 32 meules, la force de 100 chevaux, capable de produire jusqu'à 28 tonnes de farine par jour. Est-ce que ça a provoqué un mouvement anti-technologique? Eh bien, ça aurait pu. La plus vieille grève du monde date de 3000 ans. À Rome, on a eu des mouvements de masse comme les Secessio Plebis, tous les travailleurs qui abandonnent la ville pour laisser les nobles se débrouiller tout seuls. Mais pour éviter de fâcher le peuple, on distribue des aides et ralentit l'innovation. Un empereur aurait ainsi acheté une invention pour l'interdire. Quelle ironie que ça soit encore l'Italie qui soit le premier pays à interdire ChatGPT. Parce que c'est du populisme mal placé. Non seulement ça sert à rien, on n'empêche jamais le progrès, mais c'est oublier le concept de destruction créatrice. Prenons l'exemple du transport. Paris-Marseille à cheval, 8 jours. En train
train, quelques heures. Les dizaines de milliers de cochers et d'aubergistes sur le chemin n'ont plus d'utilité. Mais étrangement, ça crée plus d'emplois. Cheminots, mécanos, mineurs, sidérurgistes, chefs de gare, boutiquiers, le taux de chômage anglais est alors au plus bas. Le consensus scientifique est clair, la machine ne vole pas le travail. Elle libère des bras, augmente la richesse produite et crée de nouveaux besoins. C'est déjà le cas au XVe siècle, l'imprimerie met au chômage les 200 copistes de Londres. Mais vu que maintenant plein de gens veulent lire, 20 000 postes d'imprimeurs sont créés dans la foulée. Mais qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à la limite de nos nouveaux besoins? C'est déjà arrivé dans l'histoire, causant la destruction de 97% des jobs. Il y a 2 siècles, 18,2 millions de Français vivaient de l'agriculture, 600 000 aujourd'hui. La mécanisation, l'engrais et le regroupement des terres ont fait plus que tripler la productivité, sans créer d'emplois, chiffre à l'écran. Simplement parce que nos estomacs et les surfaces agricoles ont une limite. On ne peut pas manger plus et on ne peut pas faire grossir la planète. Alors les bras se sont massivement déplacés vers l'industrie. Puis rebelote dans les années 70, les usines ferment, c'est la fin des 30 glorieuses. Les bras se sont encore déplacés vers les services cette fois. Le problème, c'est qu'après ça, il n'y a plus rien. L'IA sera-t-elle la première révolution à nous mettre tous au chômage? Jusqu'ici, tout semble bien aller. Le taux de chômage français est relativement bas, après tout. Ça cache malheureusement plusieurs réalités. Des entreprises sous perfusion, 160 milliards d'aides par an, 15% de jobs précaires, 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. A-t-on atteint la limite de nos besoins? Beaucoup le pensent. Même Elon Musk appelle à ralentir le développement de l'IA. Une situation jamais vue, résumée par ce journaliste du New York Times. Nous n'avons aucune leçon du passé pour nous rassurer. Jamais l'humanité n'a connu un tel élan, une telle vibration, une telle dislocation, des transitions aussi brutales que celles qui nous attendent. Ça fait peur, hein? Sauf que cette citation date de 1933, elle a presque 100 ans. On s'inquiétait alors de l'électrification des usines. En fait, l'IA crée déjà des emplois. J'ai moi-même quitté mon poste de professeur à l'université pour devenir data scientist à Quantmetry. J'essaye de trouver de nouveaux usages à l'intelligence artificielle pour l'intégrer au système existant. Chaque métier aura besoin d'intégrer son IA, tout comme il a fallu créer le site web et la page Facebook de la coiffeuse en bas de chez toi. Imaginez tous les cerveaux qu'il faudra. C'est déjà 384 milliards d'investissements dans le monde. L'industrie est en première ligne. Les usines Lego veulent utiliser l'IA pour supprimer les derniers humains des chaînes de production. Ça reste une activité dangereuse, pas très épanouissante, et puis tout le monde semble y gagner. 8000 salariés début 2000, 20 000 actuellement. Même le médical s'y intéresse avec le très médiatique Watson, capable de synthétiser les dossiers des patients pour simplifier les diagnostics. Mais là où elle semble avoir le plus de potentiel, c'est dans l'administratif, le commerce et la banque. On lui confie la cybersécurité, la lutte anti-blanchiment ou la détection des fraudes. Pour l'instant, l'IA dans les entreprises est encore balbutiante. On manque de personnel qualifié, ça coûte cher pour des gains relativement restreints. 93% des grands groupes s'y intéressent, mais 46% seulement l'utilisent. Comme toute nouvelle technologie, elle a son lot de problèmes sur l'éthique, la sécurité ou l'environnement. Imaginez qu'un biais discriminant conduise l'IA à refuser les prêts aux roues. Parce qu'avec toutes ces datas, c'est la décision optimale à prendre. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui s'est passé avec Facebook Ads. L'algorithme a conclu que les femmes étaient moins intéressées par les pubs d'offres d'emploi, donc leur en a moins proposé, ce qui aggrave encore plus le problème. Comme quand une IA de la police a déterminé qu'il y avait plus de crimes dans certains quartiers. Donc la police y a plus souvent patrouillé, donc trouvé plus de crimes, et la machine s'emballe. Et c'est logique, l'IA ne prédit pas l'avenir, elle reproduit le passé en amplifiant les biais du présent. Par nature réifiante plutôt que progressiste, une data mal utilisée peut être dangereuse. Côté écologie, le bilan est plus mitigé qu'on peut le lire dans la presse. Oui, ça coûte plus cher en CO2 qu'une requête Google, mais pour peu que vous consultiez 4 à 5 sites pour avoir votre réponse, que le coût d'entraînement d'une IA soit réparti entre plusieurs utilisateurs, alors ça devient moins polluant que le web classique, surtout si on peut réutiliser la chaleur des data centers. Tout ça, c'est des problèmes qu'on va devoir résoudre, et mon travail, c'est de coordonner tout ça. Ces 8 pôles que vous voyez, ce sont autant de besoins à venir pour garantir une IA de confiance. Une loi européenne est déjà en préparation, visant à éviter les dérives. Si en 2030, certains prédisent que 50% des métiers actuels seront détruits, n'est-ce pas parce que 85% des métiers du futur n'existent pas encore? Et puis dans chaque activité, tu n'as pas qu'une seule tâche. L'IA va juste nous décharger des plus répétitives. Par exemple, un commercial n'aura plus besoin de répondre aux mails, donc d'attendre des heures pour la réponse ou de faire attention à l'orthographe. Mais on aura toujours besoin de lui, ne serait-ce que pour serrer la main des clients. Pareil dans les studios d'animation, plus besoin de centaines de gras de papier qui recopient des frames intermédiaires toute la journée. Tu sais, les moments moches quand tu fais pause. On pourra travailler davantage les scènes et faciliter la vie des dessinateurs qui ont souvent des rythmes intenables. Toute la société va gagner en confort et
et monter en qualité. Ça sera ça le nouveau besoin, l'exigence. Les seuls qui se feront remplacer sont ceux qui n'auront pas intégré l'IA à leur routine de travail. Les plus tranquilles seront les métiers où beaucoup de tâches ne sont pas encore automatisables, construction, aide aux personnes âgées, soins ou agents d'accueil. Une entreprise japonaise avait pourtant annoncé leur fin il y a 10 ans. Même la mairie de Paris en avait fait la promotion. Mais c'est un échec, les clients préférant un contact humain. Car oui, ça sera ça le second besoin. On va donner beaucoup plus de valeur à l'âme des choses. La création d'objets uniques, faits avec les mains, un poème écrit en direct avec le cœur, la vibration d'une voix qu'on entendra à quelques mètres de nous. La ruralité deviendra plus facile à vivre sans les problèmes de déserts médicaux et scolaires. L'opportunité de faire émerger une agriculture bio de meilleure qualité, plus respectueuse, avec beaucoup de nouveaux emplois à la clé. Il y a aussi un modèle où nous n'arrivons pas à transformer le travail, où une élite d'ingénieurs règne sur 90% de chômeurs. Ça fait un bon scénario dystopique, mais l'histoire nous a montré que ce n'était pas comme ça que l'humain fonctionnait. Je suis personnellement confiant dans l'avenir, ça va bien se passer. À condition bien sûr de ne pas faire l'erreur qui a conduit aux ludites, à savoir profiter d'un gain de productivité pour creuser des inégalités. Ça créerait de la défiance et de la violence envers le progrès. Parce que oui, un moment, il faudra se poser la question du soudeur de 55 ans dans la Creuse qui a peu de chances de devenir informaticien à Paris. Que faire de lui? Attendre son départ pour supprimer son poste? Le former même si c'est inefficace? Le mettre en retraite anticipée? Le jeter sans plus de considération? À nous citoyens et à nous pouvoirs publics d'étudier sérieusement la question. Ce n'est pas la fin du travail, c'est sa renaissance.